Dans cette vidéo, nous allons utiliser les résultats de l'exercice d'application pour déterminer le circuit électrique équivalent du stator d'une machine synchrone, ainsi que les différentes représentations de Fresnel qui peuvent lui être associées. Donc nous reprenons notre machine synchrone, et l'objectif de cette partie, c'était de trouver un schéma équivalent électrique au bobinage statorique numéro 1. Nous avions vu que ce bobinage statorique numéro 1 était alimenté par une tension US1 et parcouru par un courant IS1, et en appliquant les lois d'induction, et notamment la loi de Faraday, nous avions montré que nous avions cette équation US1 égale RSIS1 plus LSDIS1 sur dt plus M0 oméga IR cos oméga t plus pi sur 2 moins alpha. Et donc, cette expression nous amène à dessiner le schéma équivalent d'une phase statorique, donc du bobinage numéro 1 au stator, puisqu'on remarque que on a US1, IS1 qui parcourt donc une résistance RS, puis une inductance LS, ça c'est pour ce terme-là et ce terme-là. Et ensuite, il nous reste un terme constant qu'on va représenter sous la forme d'une source de tension, constant dans le sens où il ne dépend pas de IS, équivaut M0 oméga IR cosinus de oméga t plus pi sur 2 moins alpha. Alors ce terme, qui est une source de tension, n'est pas, comme dans le cas des FEM, dans le sens de IS. Il est en convention récepteur par rapport à IS, et on va l'appeler ES, comme une source de tension, qui va s'appeler la force contre-électromotrice statorique. Statorique entre parenthèses, puisque on est au stator. Et on remarque que son amplitude à cette force électromotrice est proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor. Alors on nous demande ensuite de dessiner la représentation de Fresnel associée à ce circuit. Donc on réécrit l'équation ici entre la tension et le courant, et on se souvient que IS1 était défini dans l'énoncé comme IS cosinus oméga t. Alors pour dessiner la représentation de Fresnel, le plus simple, c'est de passer en complexe. Puisque la représentation de Fresnel correspond à une représentation sous forme de vecteur des grandeurs complexes. Donc on a US1 égale RS IS1, alors IS1 que je peux encore écrire IS exponentielle J oméga t, puisque le cos, quand on passe en complexe, devient exponentielle J, plus LS, la dérivée, c'est une multiplication par J oméga, et il reste l'exponentielle J oméga fois IS qui est IS exponentielle J oméga t, plus M0 oméga IR exponentielle de J oméga t plus pi sur 2 moins alpha. Et quand on doit faire la représentation de Fresnel, il faut analyser les phases à l'origine de chacun des nombres complexes. Alors ici, on a une phase à l'origine nulle. Ici, dans le deuxième terme, eh bien, on sait que J, c'est exponentielle de J pi sur 2. Donc la phase à l'origine de tout ce terme, c'est pi sur 2. Et si on maintenant analyse le dernier terme ici, la phase à l'origine, c'est pi sur 2 moins alpha. Puisqu'on rappelle que tout nombre complexe peut se mettre sous la forme x égale x exponentielle j de oméga t plus sa phase à l'origine. Et donc maintenant que nous connaissons la phase à l'origine de ce terme, du suivant et de celui d'après, nous allons pouvoir tracer la représentation de Fresnel. Alors, pour définir la représentation de Fresnel, il faut se fixer une origine des phases, par exemple ici phi égale 0, et nous allons dessiner chacun des termes les uns après les autres. Donc le premier terme, ici surligné, il a une phase à l'origine nulle, donc c'est le vecteur RS IS1, si on le retrouve ici, en complexe. Puis on doit ajouter le deuxième terme, ici surligné, ou qui est celui-là. Celui-là a une phase de pi sur 2 par rapport au premier, donc il va être orienté perpendiculairement. Je peux écrire que c'est JL oméga fois IS1, avec l'angle de pi sur 2 qu'on voit ici. Et puis le troisième terme,
celui-là, a lui un angle de pi sur 2 moins alpha par rapport à l'origine des phases. Donc pi sur 2, c'est cet axe, et donc on va retirer alpha pour former le vecteur ES, puisqu'on rappelle que ce terme-là, c'est aussi la force contre-électromotrice ES. Et donc au final, la représentation de Fresnel de US, eh bien c'est la somme de ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, plus ce vecteur-là. Et donc, comme les vecteurs sont mis bout à bout, la somme revient à partir du point de départ, arrivé au point d'arrivée, et là nous avons le vecteur US1. Alors nous venons de traiter un exemple de représentation de Fresnel, on peut en faire un deuxième en changeant l'ordre des vecteurs lors de l'addition, c'est-à-dire qu'on peut commencer pour former US1, qui est la somme de 3 termes, on peut commencer par le terme ES, qu'on avait représenté en bleu, donc qui est à un angle pi sur 2 moins alpha, et donc il forme un vecteur dans cette direction. Ensuite, nous pouvons rajouter le vecteur RSIS qui a une phase qui correspond à ce vecteur-là et qui a une phase à l'origine nulle, donc qui est parallèle à l'axe de l'origine des phases, RSIS. Et ensuite, en dernier, nous pouvons rajouter le terme GL oméga IS qui lui est à une phase de pi sur 2. Donc c'est une représentation de Fresnel équivalente, et quand on va sommer les trois, on va avoir le vecteur US1. Alors cette représentation est intéressante, puisqu'elle fait intervenir l'angle entre ES et US1. Donc ES sur le prolongé il est là, US1 il est au-dessus, et l'angle entre les deux, il est souvent appelé psi, et il est très utilisé lors de la commande des machines synchrones, donc il est intéressant de pouvoir dessiner la représentation de Fresnel de cette manière, afin de faire apparaître cet angle. Donc, avant de remplir l'encadré fondamental résumant ce que nous venons de voir, la dernière question de l'exercice s'intéressait au rotor, et il fallait montrer qu'il n'y avait pas de phénomène d'induction dans le rotor. Alors, s'il n'y a pas de phénomène d'induction, c'est qu'il n'y a pas de FEM induite. Alors, la FEM induite dans le rotor serait moins d de phi rotor sur dt. Alors, quels sont les flux qui traverseraient le rotor? Eh bien, il y aurait le flux propre du rotor, plus le flux du champ statorique sur le rotor. Or, le flux propre du rotor, par définition, c'est l'inductance du rotor fois le courant rotorique. Or, le courant rotorique est constant. Donc c'est un flux constant. Deuxième point. BS, dans une machine synchrone, tourne à la vitesse des courants statoriques de rotation petit oméga. C'est-à-dire que le champ statorique BS tourne à la vitesse oméga. Ici, son angle c'est oméga t. La spire rotorique, le bobinage rotorique, qui est comme ça, qui est par exemple comme ça, entre là et là, elle tourne elle-même à la vitesse grand oméga, mais qui est égale à petit oméga, ce qui fait que le spire du rotor, enfin le bobinage du rotor, et le champ du stator tournent à la même vitesse. Donc du point de vue du rotor, le champ B statorique est immobile, vu qu'ils tournent tous les deux à la même vitesse. Et donc, du point de vue du rotor, BS est constant dans le temps. Et donc, flux de BS dans le rotor, eh bien, est lui-même constant. Et donc, le flux de rotor total, qui est la somme du flux propre et du flux du B statorique sur le rotor, est constant. Et donc, la FM du rotor, qui vaut moins d'effet de rotor sur dt, eh bien, elle est nulle. Et donc, il n'y a pas d'effet d'induction dans un bobinage rotorique d'une machine synchrone. C'est pourquoi son schéma équivalent à ce bobinage, eh bien, ce sera tout simplement une résistance. Alors normalement, il doit y avoir une FEM, mais cette FEM est nulle.
Donc ça serait la résistance du rotor. Là, on aurait la tension U du rotor et ici le courant I du rotor. Et donc en fait, le schéma équivalent du rotor, c'est une résistance rotorique uniquement, parcourue par un courant IR et alimentée par une tension UR. Donc on en arrive à la conclusion de cette vidéo, avec la détermination du schéma équivalent d'un bobinage statorique, qui est soumis à l'induction. C'est pour ça que le stator est appelé l'induit. Sur ce schéma, on voit apparaître plusieurs valeurs de tension, la tension US, la tension RSIS, la tension JL oméga IS et la tension ES. Et toutes ces tensions, avec le code couleur qui est utilisé, on peut les représenter avec le schéma de Fresnel ci-dessous. A contrario, le rotor, lui, est équivalent à une simple résistance rotorique. Il n'est pas soumis à l'induction. C'est pourquoi on l'appelle seulement l'inducteur, car c'est lui qui crée l'effet d'induction dans le stator, mais il n'est pas soumis à l'induction.